Bien le bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast de discussion avec des personnes passionnées et passionnantes du milieu artistique. Et aujourd'hui, nous accueillons Kalindi Rampfel, aka Kalala. Bonjour. Salut Mélissa. Comment ça va? Je te disais juste à l'instant que tu avais une voix mais d'un radiophonisme aigu. Merci. Et j'ai peur et du coup j'essaye de parler comme toi, comme si on était sur Flip. Et je vais pas y arriver, donc je vais parler normalement. Mais lâchons tout de suite la voix comme ça, les gens sachent. Je suis ravie d'être là Mélissa. Bah moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. J'adore les politesses de début de podcast. Alors qu'on s'est dit 14 fois déjà merci. Oui, c'est vrai. Mais bon, au moins comme ça, le public le sait. Exactement. Alors, tu es journaliste chez Mademoiselle, C'est ça. Magazine web, le webzine, je ne sais pas comment on est censé dire. Alors, Mademoiselle, c'est un média féministe qui a été créé il y a 15 ans aujourd'hui. Ça commence à faire par un homme formidable qui sans doute écoutera ce podcast, qui s'appelle Fabrice Florent, je lui enverrai. C'est un média qui a vocation à parler aux vraies meufs de la vraie vie, avec des rédactrices qui sont des vraies meufs de la vraie vie. Donc on essaye de pas être des caricatures de journalistes et d'autrices comme au L.fr ou chez Gradia, pour ne citer aucun de nos concurrents directs. C'est un média ultra qui prône la bienveillance, la sororité, et ce, même avant que ce soit la mode. Donc nous sommes des femmes convaincues par ces termes qu'on entend partout aujourd'hui. Et moi, ça va faire 4 ans, ça fera 4 ans dans 3 semaines d'ailleurs, que je bosse chez Mad. Je suis arrivée en tant que chef des rubriques cinéma et séries. Donc en gros, mon job, c'est littéralement de voir des films, de voir des séries. Et après, d'en écrire des articles, de parler sur Instagram de ces produits culturels, de faire des podcasts, de parfois faire des vidéos qui n'ont pas marché. Donc j'ai arrêté d'en faire très rapidement, car je ne supporte pas le manque de succès. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché car je pense que j'étais brillante, mais le public n'était pas... Non, c'était à chier. Alors ça s'appelait Kalacho. Et en fait... Pourquoi on n'a jamais eu vent de ça? T'as jamais vu? Mais non, Eh ben tu vas pouvoir faire ça de ta soirée. Et faire partie des 30 000 personnes qui ont regardé. Très compliqué pour moi, Kalacho. En gros, le concept, c'était je vais au cinéma et dès que je sors de la salle, je me filme en train de faire un débrief à chaud. Mais trop bien. Donc c'était de la critique spontanée, absolument pas écrite. C'est ce que je prétends, en fait, c'était quand même un peu écrit pendant la séance de cinéma. Et ça a eu assez peu de succès, donc j'ai vite arrêté. J'ai dû faire une dizaine d'épisodes qui n'ont pas donc rencontré le phénomène escompté. Donc on s'est arrêté. Mais sinon, mon job principal, c'est d'écrire des articles et de participer à un podcast que j'incite tout le monde à écouter, qui s'appelle Laisse-moi kiffer, qui est d'une bêtise folle où tout le monde a 50% des informations seulement. Où on parle de produits culturels, aussi de petites et grandes étapes de la vie, d'objets sexuaux, d'hommes, de femmes, de tout en fait. Oui. C'est clairement mon podcast préféré. C'est vrai? Ouais. Oh, ça me fait plaisir. Ouais, t'écoutes depuis le début? Pas depuis le début, j'ai commencé à écouter en janvier 2019. Ok. Voilà. Non mais oui, du coup, voilà, mon job principal, c'est d'écrire des articles. On a essayé quelques formats un peu plus fictifs de temps en temps, et puis ça m'est aussi arrivé d'écrire pas mal de témoignages. Voilà, aussi Mademoiselle, il y a un côté que j'aime beaucoup, qui est chacun vient un peu raconter sa vie, tu vois, il y a énormément de témoignages. Chacun vient raconter son expérience, ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Voilà, c'est la voix d'une génération, quoi, un petit peu. Et c'est un travail que j'aime beaucoup. Voilà, je tiens à le dire au cas où mes boss écouteraient ce podcast. J'aime beaucoup ce travail, merci de m'avoir employé. Tu fais quelle différence entre le fait d'écrire un article et un témoignage? Alors tout simplement, le journalisme, je me base souvent sur des expériences qui ne sont pas les miennes. En fait, le journalisme, c'est un métier de sourcing, quoi. On va chercher la source d'une information, on va interviewer le sourceur, on va essayer de chercher la vérité, de dénoncer quelque chose, d'amener les gens à réfléchir. Un témoignage, c'est une histoire qui nous est propre. Et par définition, une histoire qui t'est propre, c'est une histoire de laquelle tu peux faire absolument ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux raconter la stricte vérité. C'est rarement mon cas. C'est pour ça que le métier de journaliste n'est pas le métier que j'avais choisi de base et n'est pas le métier que je ferai encore 15 ans. Parce que la recherche de la vérité ne m'intéresse absolument pas. Je vais me faire virer dans le quart d'heure. Je me fiche totalement de la vérité.
Mais totalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et ces histoires-là, du moment qu'elles sont passionnantes, on se fiche totalement, d'après moi, de savoir où on fixe le curseur de la vérité. C'est-à-dire que tu peux absolument inventer une histoire rocambolesque ou partir de quelque chose qui t'est vraiment arrivé et le vernir un petit peu de romance. Moi, c'est ce que je fais. Souvent, je pars d'une histoire dans mes témoignages, un truc qui m'est vraiment arrivé. Globalement, tout m'est arrivé, mais je vais venir laquer des personnages, leur donner un peu plus de couleurs, diminuer la couleur d'autres. Enfin, tu vois, c'est un travail d'ajustement et d'auteur, en fait. Mon travail, moi, j'aurais aimé être actrice, chanteuse, pianiste, chorégraphe et écrivaine. Mais dans un des métiers que j'aurais voulu choisir, donc qui est le métier d'écrivain, je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est de partir de ce que tu observes dans la vie et de le transcender pour donner une matière fictionnelle plus douce ou plus incisive. Voilà, c'est l'inverse d'un métier de journaliste, c'est de faire muter la réalité. Et c'est là que le travail d'écriture me plaît vachement. Fondamentalement, ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens m'intéresse pas du tout. Ça me fait chier totalement. En fait, il y a un de mes films préférés qui s'appelle Big Fish, qui est un film de Tim Burton. Et alors Tim Burton, aujourd'hui, j'ai envie qu'il arrête de faire du cinéma. J'ai envie qu'il prenne sa retraite, qu'il ne fasse plus jamais de film, qu'on ne laisse plus jamais ni une caméra, ni un bloc-notes pour écrire la moindre idée. Parce que Tim Burton fait partie de ces génies qui, à mon sens, ont voulu travestir leur originalité au profit du capitalisme. Donc tu vois, Tim Burton, il a commencé par faire des trucs qui ressemblait à rien d'autre, tu vois. Édouard aux mains d'argent, c'est sublime, c'est poétique au dernier degré, et aujourd'hui, ils nous pondent des merdes comme Alice, comme, comment il s'appelle, Dumbo. Ah oui, j'ai même pas vu celui-là. Parce que c'est à chier, tu vois. Et en fait, là, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'ils nous pondent des merdes. Je sais pas si tu te souviens de Big Eyes. Je crois pas l'avoir vu non plus. Tant mieux, ne le regarde jamais. C'est la première fois que je me suis endormie au cinéma, et j'ai failli sortir parce que j'étais là, mec, je t'aime tellement, et tu te fous de ma gueule à ce point-là, c'est vraiment décevant totalement. Bref. J'adore Tim Burton quand même. Mais donc pour moi, son dernier bon film, Big Fish, a dû sortir en 2008 ou un truc comme ça. Je l'ai vu 7 fois au cinéma. Et c'est l'histoire, alors attention, vous allez vous rendre compte de ma piètre qualité de pitcheuse. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Edward Bloom. Et en fait, il a un fils qui a vécu dans son ombre à lui. Et ce fils a toujours très mal vécu d'avoir un père qui passait sa vie à prendre la lumière, à raconter des histoires. Et lui, à côté de ce père, il se sentait vivre dans l'ombre. Et en plus, il doutait de la véracité des histoires de son père. Et donc, il se fâche avec cet homme, jusqu'à ce que son père tombe gravement malade. Et sur son lit de mort, il va retourner voir son père. Et il va apprendre des tonnes de choses sur sa vie passée, sur sa jeunesse. Et il va se rendre compte que son père a une capacité folle à fabuler, à romancer les histoires qu'il raconte. Mais qu'en fait, au fond de cette réécriture d'histoire, existe une petite vérité qui est la vérité de son père et qu'il a juste passé son temps à réécrire et à agrandir et à romancer pour que le poids de la vie lui semble plus léger et plus facile à vivre, quoi. Et du coup, c'est l'histoire de cet homme qui se rend compte que, comme moi, peu importe le curseur où on place la vérité, ce qui importe, c'est de voyager au travers d'histoires qu'on lit, qu'on écoute, qu'on raconte. Et voilà, c'est mon film préféré et c'est le film devant lequel je me suis rendu compte que c'était pas grave d'être une fabulatrice. Parce que quand j'étais gamine, ma mère me disait souvent que j'étais menteuse. Et je lui disais, bah non, ce que je te dis c'est vrai, c'est juste j'ai rajouté des caisses de trucs, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de conserver à l'écrit. En fait, même dans mes articles, j'essaie de faire en sorte d'avoir une patte. Et en fait, même dans des critiques assez classiques, ce que je faisais, c'est que j'essayais de raconter ma vie au début d'un pitch ou au début d'une analyse filmique pour captiver le lecteur via une histoire de la vie de tous les jours un peu marrante. Et après, je les ai rentrés dans le sujet d'un film. Parce que moi, ce que je déteste, c'est de lire des critiques brutes qui sont que de l'analyse. Parce que je trouve que les gens qui écrivent souvent sont des gens qui se regardent écrire, se lisent eux-mêmes et s'écoutent parler. Or, ce sont les défauts que je déteste j'aime pas les journalistes, voilà. Je déteste les journalistes, sauf mes amis, bien sûr, je vous aime. Mais tous les journalistes qui ne sont pas mes amis, je ne suis pas impressionnée, j'ai pas d'admiration pour eux. Voilà, donc c'est ça que j'aime dans ce que m'autorise à faire Mademoiselle encore aujourd'hui, malgré le fait que notre média a été racheté, c'est cette capacité à partir d'une histoire personnelle pour emmener les gens vers quelque chose de plus général, vers un film, vers une œuvre. Et je trouve que ça fait toujours passer la pilule de l'analyse un peu plus facilement.
Et tout passe plus facilement quand tu le robes un petit peu de romance et d'humour surtout. Du coup, est-ce que tu as l'impression que parfois quand tu écris des témoignages ou des articles un peu romancés, de faire un peu un travail de fiction aussi en même temps? Alors ouais, clairement, tu vois, en vrai, c'est ça. C'est pour ça que je pense aujourd'hui. Franchement, si je devais changer de job, je changerais de carrière. Je ne serais plus journaliste du tout. Parce que je pense que le seul média qui permet un peu de fiction au début de ces articles journalistiques, c'est Mademoiselle. On ne lit ça nulle part ailleurs, en vrai. C'est vrai. À part sur des médias américains, mais je ne suis pas américaine. Et bien que je sois bilingue, je ne prétends pas pouvoir écrire ce que j'écris en français en anglais. Donc ça te donne un indicateur. Oui, je pense qu'il y a un petit travail de fiction et c'est ce que j'essaye de modeler au mieux pour que ce soit ma patte. Ouais, je pense en vrai que de toute manière, je vais finir par changer de travail et que je ne serai plus journaliste parce que c'est de moins en moins un métier qui m'attire. Je pense que ça a quelque chose, et j'en parle avec beaucoup d'honnêteté, je pense que ça a quelque chose d'égocentrique, ce que je veux, moi. C'est j'aimerais arrêter de parler des autres et j'aimerais façonner la matière première de mon travail et de mon existence, en fait. Donc, vraiment, j'en ai marre de donner la parole à des gens. J'aimerais que ce soit à moi qu'on donne la parole parce que j'ai envie de raconter tellement de choses que voilà, c'est peut-être un processus égocentrique qui me vaudra d'être détesté par absolument toute ta communauté. Je ne sais... petite communauté. Oh, c'est pas grave, elle existe quand même. Je sais pas, en soi, je pense que c'est un peu le but de tout travail artistique parce que tu commences toujours par partir de toi-même pour arriver à un objet qui est plus ou moins proche de toi, mais quand tu fais un travail artistique quelconque, c'est qu'à un moment, toi, t'as besoin de sortir des choses de toi aussi. Donc... moi, ça me paraît pas égocentrique que t'aies envie, t'aies besoin de parler de toi et de ce que tu ressens et de ce que, enfin, tu vois. Et du coup, t'es en train de dire que par extension, tous les artistes partent un peu de l'égocentrisme pour aller plus loin. Oui, après, on met un terme très négatif sur le terme égocentrique. Je suis d'accord. Mais ça l'est pas forcément. C'est important d'avoir un minimum d'ego et Bien c'est sûr. important aussi de se recentrer sur soi-même et de savoir ce qu'on pense et de savoir ce qu'on veut. Et c'est par l'individualité qu'on raconte l'universel, parce qu'en vrai, on est toujours persuadé d'avoir une pensée ultra unique, quand ce qu'on pense est souvent ce que pense notre voisin, ce que pensent plein de nos amis, etc. Donc on a toujours l'impression de regarder le monde par une lucarne qui est minuscule et qui est juste la nôtre, quand en fait on parle d'universalité dès qu'on parle de soi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, notamment via mon ancien boss qui s'appelle Fabrice Florent, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a toujours dit ça. Au début je lui disais mais attends, mais les gens s'en battent les couilles, non, de ma life. Là je leur raconte des trucs, je raconte ce qu'a bouffé ma gardienne au petit-déj, enfin tu vois, tout le monde s'en fout. Et il me disait mais non Cal, tu te rends pas compte, si tu parles de toi, ça parlera aux autres. Les autres sont des toi par extension, pas forcément par définition, on est tous différents, tu vois, mais enfin, on aime dire qu'on est tous différents. En soi, j'ai l'impression qu'on a plus de similitudes qu'on a de différences foncièrement dans notre manière de penser, de réfléchir la vie, l'existence, les arts, etc. On a d'énormes similitudes. Alors, je rebondis. Alors, Fabrice Florent, on en a déjà parlé dans le podcast. Parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois de Histoire de Daron, qui était l'épisode avec Bernard Marot, qui parlait du fait qu'il allait bientôt être papa. Voilà. Donc, on a pas mal parlé. Voilà. Ça, c'est juste pour resituer, pour la commu. Donc, tu fais bien. Quel professionnalisme. Du coup, donc là, en ce moment, t'es en congé sabbatique. Mais dans les périodes où tu es au travail quotidiennement, du coup, t'as une obligation de sortir un article par jour. Oui, un article par jour, c'est le minimum de chez minimum. En fait, la manière dont ça se passe chez Mademoiselle, c'est à peu près que le matin, on doit sortir des news, donc de l'actualité chaude. Et l'après-midi, on a plus de temps pour essayer d'aller fouiller un sujet et sortir, pas forcément le jour même, mais dans la semaine, un article un peu creusé avec des intervenants, des spécialistes. Chez Mademoiselle, on privilégie évidemment les femmes, donc on va aller chercher des expertes sur un sujet. Et puis moi, mon métier, il est un peu particulier par rapport aux autres journalistes de Mademoiselle. C'est que moi, je vais beaucoup au cinéma. Donc en fait, moi, souvent, l'après-midi, je suis au ciné, quoi. D'accord, ok. Ouais. L'après-midi, souvent, je suis au ciné, ou alors j'écris une critique d'un film que j'ai vu la veille ou l'avant-veille. Et en fait, moi, pendant 1 an et demi, presque 2 ans, en plus de mon travail journalistique, j'étais aussi à la régie commerciale de Mademoiselle. Okay. Donc, je dealais des contrats en direct avec les distributeurs de cinéma, ce qui, au début, m'a fait vachement chier, et ce qui, au final, m'a vachement servi parce que ça m'a appris tout un autre pan du métier du cinéma, qui est le métier de la distribution.
et comment les distributeurs vont essayer de faire la publicité de leurs films. C'était un truc, un angle mort en fait de ma connaissance du cinéma, et c'est vraiment passionnant. Et c'est super chouette de pouvoir parler avec les distributeurs, parce que moi, en vérité, j'aimerais écrire, réaliser et jouer dans mes propres films. Donc c'est cool, tu vois, de voir tous ces aspects-là. On a des obligations, évidemment, de publication qui sont absolument indispensables si tu veux faire vivre un magazine, parce que, évidemment, que tu vas sortir des témoignages, que tu vas sortir des articles longs sur la longue traîne, mais un média, ça vit aussi de ses audiences, et les audiences, tu les draines en faisant de l'actualité chaude, en ayant un rebond sur l'actualité qui soit quasi immédiat, avec un angle qui soit à la fois pertinent et à la fois original. C'est ce qu'on essaye de faire chez Mademoiselle, c'est de trouver un angle qui soit féministe et sociétal sur chacun des trucs dont on parle, même un objet culturel. Donc, tu vois, moi, quand je vais voir un film, c'est qui est-ce qu'il y a derrière ce film, est-ce qu'il y a des meufs, pourquoi, comment ça a été produit. En gros, je vais toujours essayer de trouver un angle très Mademoiselle. C'est ça qui est cool, tu vois, je vais pas faire comme un Parisien qui prend l'actu générale et le traite de manière un peu générale. Donc c'est un aspect qui est chouette, un aspect quasiment de, je sais pas comment dire, mais voilà, où tu vas chercher le petit truc qui va intéresser les gens plus que juste traiter une information. C'est le petit bonus de Mademoiselle, que font énormément de médias bien sûr aujourd'hui, mais on a fait assez tôt en fait. D'accord. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça t'a à un moment donné l'impression de tourner en rond ou d'être en manque d'inspiration ou de avoir l'impression d'écrire tous les jours la même chose, même si c'est pas le même film ou la même série? Est-ce que t'as ressenti ça à un moment? Bien sûr. Alors, en fait, c'est très cyclique comme sensation, c'est-à-dire que mon année se découpe en général en gros morceaux comprenant plusieurs mois. Puis bon, moi avant Mademoiselle, j'étais déjà journaliste depuis quelques années, j'ai été free, puis avant j'ai fait plein de stages dans des grosses boîtes, genre le L et tout. Après, j'ai pigé pour des médias exceptionnels comme le blog de Jardiland. J'écrivais des articles, je raconte ça toujours, mais des articles sur comment s'occuper d'un jardin en hiver, sachant que j'ai vraiment jamais réussi à entretenir un cactus. Donc vraiment, entretenir un jardin verdoyant en hiver, c'est pas dans mes compétences. Les animaux les plus petits d'Instagram, enfin tu vois, j'ai travaillé déjà avant Mademoiselle, c'est pas mon premier job. Et attends, c'est quoi la question? Ah oui. Et donc j'avais déjà été confrontée un petit peu à cette impression d'être arrivée au bout de ce que tu pouvais proposer, raconter et écrire. Donc il y a des mois où je me sens super inspirée. De toute façon, l'inspiration, c'est comme dans tout travail artistique, parce que j'estime que chez Mademoiselle, c'est pas juste du journalisme, il y a un petit truc artistique dans le raconter, en plus, tu vois, on est un peu touche à tout. Enfin bref, et si tu veux, ouais, il y a quelques mois, souvent, où je suis ultra inspirée, où du matin au soir, je vais avoir de nouvelles idées, où une idée va donner vie à 3 articles, 2 vidéos, enfin voilà, tu vois. Et des mois où il se passe rien. C'est-à-dire, j'arrive, en gros, le matin, on a une réunion de rédac qui est à 9h30. Et en fait, de 9h à 9h30, on fait ce qu'on appelle un tour des sources. Donc, on va lire tous les médias relatifs à notre spécialité. Donc, moi, tous les médias américains, cinéma, séries, entertainment. Et le truc, c'est qu'à 9h30, t'es censé arriver en réunion de rédac avec des sujets, quoi. Je vais pas te cacher que ça m'est souvent arrivé à 9h28 de me dire « Putain, j'ai rien à écrire. J'ai rien à écrire. » Parce que c'est l'été, l'actualité dort, il ne se passe rien, il y a plus de projection presse, il y a plus rien. Il faut que je sorte des sujets de mon fion, quoi. Et dans ces moments-là, c'est pas facile. Et évidemment qu'il y a des moments sans aucune inspiration. Je pense que c'est le propre de toute personne qui écrit, et pas seulement les écrivains. Je pense que ce soit un travail d'écriture scénaristique, que t'écrives un film, une série, un court-métrage, que t'écrives des articles, que t'écrives un roman, que t'écrives un manuel de foreuse pétrolière, en vrai, je pense que c'est la même chose. Vient un moment où, de toute façon, ton cerveau, il fait... Qu'est-ce que quoi? J'ai rien à dire, je suis fatiguée, la vie m'emmerde. Et t'arrives au bout de ce truc-là et t'as le syndrome de la page blanche. Et évidemment, ce syndrome intervient toujours au pire moment, sinon ça n'est pas du tout amusant. Il arrive toujours à des moments où t'as un rendement obligatoire qui vient d'être augmenté. Ou alors, comme moi, tu viens d'être en congé sabbatique et tu t'es dit, voilà, j'ai 1 mois pour pondre 800 trucs. Et là, bien sûr, tu te mets à ton ordinateur et tu dis, ok, donc j'ai une super idée. J'ai une super idée de bouquin, par exemple. J'ai le pitch, j'ai la fin, j'ai des personnages extraordinaires. Et vient le moment terrible de Linky Pit. Le moment terrible de Linky Pit, où donc tu es censé commencer une œuvre, que ce soit une nouvelle, un article, peu importe. Il faut qu'on t'apprend ça tout de suite, dans n'importe quelle école. Linky Pit, en tout cas ton entrée en matière, il faut qu'elle soit percutante. C'est ça, mais on te dit même ça au lycée.
On te dit en écriture d'invention ou même en dissertation, soignez vos premiers mots, soignez vos premières lignes. Elles seront déterminantes pour le jugement de votre papier. Et souvent, les juges étant un peu flemmards, comme nous tous, en France en tout cas, ils vont lire juste le début et puis lire la fin, comme ça, histoire un peu de parcourir le milieu. Mais voilà. Donc, on vous dit, mais vraiment, attardez-vous au début d'une œuvre. Donc, tu sais que c'est là-dessus que tu vas être jugé. Tes 5 premières lignes, ton incipit. Et je vais pas te cacher que chaque fois que j'écris quelque chose, je le refais 50 fois et que ça m'est tout à fait arrivé de passer 2 heures à me dire, je sais pas, j'écris 3 mots, je les efface. C'est très compliqué. De toute façon, l'écriture est un processus et un art extrêmement cruel qui ne souffre pas d'approximation, qui ne souffre pas de fainéantise et qui oblige à se confronter à sa propre médiocrité et à, évidemment, la subjectivité des gens qui vont lire, écouter, quoi. Donc, c'est un domaine difficile. Oui. C'est un domaine difficile et donc ta question c'était, est-ce que parfois t'es à court d'inspiration? Évidemment. Encore plus quand t'as des trucs du réel, c'est-à-dire il y a pas de sujet, il y a rien. Faut vraiment que t'ailles chercher une vieille histoire d'un vieux gars dans Larzac à qui est arrivé un petit truc. Enfin, tu vois, t'en viens à faire les fonds de tiroir. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière de me dire, putain, meuf, t'as envie d'écrire un témoignage, mais t'as tout raconté. Parce qu'en vrai, ça fait 4 ans que je suis sur Math, j'ai raconté toute ma vie dans les moindres détails. Puis moi, j'ai des noms de plumes qui me servent à raconter ma vie sexuelle un peu trash. Donc, si tu veux, j'ai tout raconté, tout. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que t'as pas raconté? Ah oui, c'est vrai qu'une fois, à moitié, t'as essayé de ken dans un van avec ta meilleure amie qui se faisait sucer les seins à l'avant du van. Je me suis dit, ouais, t'as pas raconté ça. Bon, vas-y, ça fait un sujet, tu vois. Vas-y. Et en fait, je me suis éclatée à l'écrire. Et ça, c'est un processus extrêmement bizarre. Souvent, quand je vais déterrer un sujet qui m'intéresse moyennement et qui m'a même pas vachement excitée sur le moment, comme c'était pas hyper excitant, tu dois le rendre passionnant. Et c'est là que j'écris les meilleurs papiers. Alors que quand il y a des trucs, par exemple, quand je fais une critique d'un film que j'ai adoré, eh ben, je galère parce que je suis là. Comment rendre hommage à ce produit culturel qui est magnifique et qui n'a pas besoin de l'avis de fucking Kalindi Rumpel? Là, je me sens un peu comme une imposture et je me sens pas légitime et tout à coup, mon papier devient moins bien alors que quand je pars d'un truc nul à chier et que j'essaye de le transcender, eh ben, c'est vachement plus simple comme exercice. Donc, voilà. C'est trop intéressant. C'est vrai? Oui, grave. Mais toi aussi, t'écris. Oui. Ah, donc on va parler de moi là. Non mais oui, parce que il faut aussi parler de toi. Mais c'est vrai que pour expliquer à nos auditeurs et auditrices, j'ai rencontré Mélissa par le biais d'un atelier d'écriture que j'ai créé chez mademoiselle.com, qui est un moment que j'adore, mais vraiment que j'adore et que je m'attendais pas à aimer aussi fort. Le concept est simple, c'est qu'une fois par mois, le samedi soir, je reçois une autrice plus ou moins connue qui vient donner une petite masterclass, répondre à des questions d'autrices amatrices. Et après, les autrices amatrices, qui ont eu 1 mois pour écrire une nouvelle sur un thème donné, viennent lire devant l'autrice, moi et leurs camarades, dans la bienveillance la plus totale. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas du bullshit, tout le monde est super gentil. Tout le monde est super gentil. C'est impressionnant. Non, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un safe place où tu peux venir lire, écouter ce que les gens racontent. Mais donc, toi, oui, je racontais aux auditeurs et aux auditrices que j'avais rencontré lors d'un atelier d'écriture. D'ailleurs, j'avais voté pour toi et je te l'avais dit. J'étais venue te dire en privé que j'avais voté, donc on pouvait voter pour le meilleur texte, que j'avais voté pour ton texte que j'avais trouvé hyper drôle, mature et surtout hyper original. Et est-ce que toi, du coup, ça t'arrive d'arriver au bout de ton processus d'imagination et de bloquer? Oui. Ouais. Oui. Moi, je suis j'écris une pièce de théâtre là en ce moment. Super. Mais ça coulait tout seul quand j'étais dans le mood de l'émotion. Et maintenant que c'est un peu passé, j'ai du mal à revenir. Et ça, je suis souvent inspirée pour plein de trucs qui sont courts, par exemple, comme là c'était des petites scènes, du coup il y avait aucun problème. Dès que c'est des projets plus longs, ça devient... J'ajouterais qu'il y a quelque chose en plus de très différenciant entre le format court et le format long que tu as à écrire, c'est-à-dire que en fait des idées on en a toujours, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème c'est de tenir ton idée d'un bout à l'autre d'un projet. Donc en fait écrire un article, c'est assez simple parce que c'est quelque chose qui va te prendre 1 heure, 8 heures max si tu fais un truc hyper complet, dans le cadre de mon travail, hein. Évidemment qu'il y a des journalistes qui préparent des papiers sur lesquels ils sont pendant des mois, voire des années. Moi, ça ne m'arrive jamais, donc au pire, ça me prend 1 semaine. Mais ce sont des projets qui sont à court terme. Écrire un projet qui est à plus long terme, ou qui en tout cas demande peut-être plus d'ampleur d'un point de vue du volume, tout simplement, c'est un exercice qui est 1000 fois plus compliqué. Tenir un truc d'un bout à l'autre, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai pris un congé sabbatique. D'abord,
pour m'occuper un peu de mon fion, parce que j'en avais besoin. Moi, j'ai perdu mon papa il y a 1 an et demi, et en fait, quand j'ai perdu mon père, ça a remis vachement de choses en perspective dans mon existence, comme quelles sont tes priorités? Est-ce que ta priorité, c'est vraiment d'aller au travail chaque jour? Est-ce que ta priorité, c'est vraiment de fréquenter les mêmes gens au quotidien? Est-ce que ta priorité, c'est vraiment de mettre du beurre dans les épinards? Ou est-ce que c'est de trouver ce qui est l'essence même de ce que tu as envie de faire de ta vie? Donc, je me suis dit il y a quelques temps, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour réfléchir à ce que va être ma vie, pour voir un peu plus loin que le bout de mon nez et le bout de mon job. Et la solution, ça a été un congé sabbatique, parce que je trouve que c'est très compliqué de concilier un job de 35 heures, voire plus les activités annexes. Moi, j'en ai plusieurs, plus des réflexions philosophiques et métaphysiques. C'est très compliqué de tout concilier. Donc, ma solution, c'était de prendre un congé sabbatique de 5 mois. Et aussi, j'avais un projet à l'origine qui date depuis de plusieurs années, qui est un projet de roman, parce que j'essaie d'accoucher, mais dans la douleur. Et pour un tel projet, enfin, il y a sans doute plein de gens qui y arriveraient très bien. Moi, je peux pas le faire en ayant un travail, c'est vraiment impossible. Donc moi, c'était impossible. Et puis du coup, t'es rattrapé. Il y a un truc qui est terrible dans l'écriture, je trouve. T'es rattrapé par, de 1, ta fainéantise, de 2, ce que tu dis aux gens. C'est-à-dire que tu vas dire aux gens, oui, j'avance. En fait, t'avances pas. Tu finis par t'enliser parfois dans des mensonges quand t'écris, parce que les gens attendent de toi, vu que c'est un art un peu flou, et que quand les gens sont pas auteurs, ils ont un peu du mal à concevoir que ce soit un vrai job, tu vois. Je pense que du coup, les gens te disent, bon, bah alors, c'est quand, tu vois, quand est-ce que t'as un prix, quand est-ce que tu sors ton putain de livre? Et toi, t'as écrit 14 pages, tu vois. Et t'es fier de tes 14 pages, tu les as pondues à la sueur de ton front, tu vois. Et du coup, tu dis, ouais, j'avance bien, 100 pages et tout. Et tu t'enlises dans ton truc. En fait, t'as regardé Desperate Housewives pour la 8e fois. Enfin, tu vois, tu t'enlises dans des bordels, parce que personne ne check de toute façon ce que tu fais, sauf si t'es un éditeur, auquel cas c'est génial, auquel cas t'en es à un stade vachement plus avancé que le mien, qui fait ça dans mon coin, tu vois. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Et donc, oui, ce congé sabbatique devait me servir à écrire le roman que je dois écrire depuis 2 ans, dont j'adore l'idée, qui, je sais, est quelque chose qui pourrait, qui moi me plaît, donc qui pourrait potentiellement plaire aux autres. Oui. Et puis, j'ai commencé mon congé sabbatique et j'ai à peu près tout fait, sauf écrire mon roman. Et en fait, c'est pas grave, parce que l'idée que j'avais au départ a eu 1000 fois l'occasion d'être transmutée et d'être transformée en autre matière. Et donc aujourd'hui, j'écris 2 séries et un film. Voilà. Trop bien. Donc complètement différent. Et puis j'en profite aussi pour apprendre. C'est-à-dire qu'évidemment, l'écriture scénaristique n'est pas mon travail. Je n'ai jamais appris à faire ça. Donc là, je lis un bouquin de Truby que tous les scénaristes arrachent, et quand tu l'as, voilà, l'anatomie du scénario, qui est un peu la bible de tous les scénaristes, et qui a un petit bijou. Donc moi, j'en suis à la moitié. Et donc, tu vois, je lis, j'essaie d'appliquer ces conseils-là. Du coup, tu vois, t'apprends, tu pratiques aussi un petit peu à côté. C'est très ingrat, puisque c'est nul. Tu vois, donc c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que j'ai écrit ma première série. Alors, elle n'est pas dialoguée, voilà. Mais j'ai tout un dossier de plusieurs dizaines de pages, avec un pitch, un synopsis, des synopsis d'épisodes, une note d'intention, une bible des personnages, une bible des autrices. J'ai écrit ça avec une de mes amies. Et c'est le premier projet, et c'est ça dont je voulais parler aussi, c'est important, c'est le premier projet que je mène à bien de A à Z. Parce que c'est ça qui est dur, c'est de tenir sur la longueur. Et là, en 2 mois, on a pondu un truc dont je sais pas si les autres seront fiers, mais nous, on en est putain de fiers. On en est putain de fiers parce qu'on a tout mis dedans. On a mis toutes nos idées, tout notre amour pour... Moi, je suis fan de cinéma d'horreur, donc j'ai mis toutes mes idées pour l'horreur, en conciliant ça avec mes envies d'écrire quelque chose de sociétal, de féministe, de profondément humaniste. J'ai écrit des personnages qui, je pense, sont des personnages réalistes, puisqu'ils ont été inspirés par des gens que et mon ami et moi connaissons. Mais en tout cas, je suis fière de pouvoir dire que j'ai écrit quelque chose de A à Z, que ça sorte un jour ou que ça ne sorte jamais. Peu importe, j'ai réalisé un projet à bien sans que personne me le demande. Parce que c'est ça aussi qui est très ingrat parfois, c'est quand personne ne t'attend. T'as tendance à croire que ça ne sert à rien, ça sert jamais à rien. En fait, au pire, tu t'es confronté toi-même à tes peurs et t'as réussi à faire quelque chose, donc tu seras fier de toi. Au mieux, ça marche. Donc il y a rien à perdre pour les gens qui nous écoutent et qui n'osent pas passer le cap de s'imposer soi-même des projets d'écriture, ou même ça peut être un autre domaine artistique. Il faut pas avoir peur de ça, parce que vraiment
même quand personne nous attend, avoir fait un truc tout seul, en entier, c'est une putain de grande satisfaction. Et j'en profite pour conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent. J'en parle dans chaque podcast auquel je suis invitée toute ma vie. Je conseille un livre qui s'appelle Libérez votre créativité. Dont on va parler. De Julia Cameron, qui est la bible de plein d'artistes, que ce soit des sculpteurs, des ébénistes, des acteurs, des scénaristes, des danseurs, des chorégraphes. C'est la bible de beaucoup d'artistes. Julia Cameron, en fait, c'est une Américaine qui a été poétesse, réalisatrice, actrice, et qui a, c'est accessoire, mais ça vaut quand même le coup de le dire, été la femme de plusieurs artistes notables, de grands réalisateurs. Et en fait, elle a commencé par dispenser des conseils à ses amis, aux professionnels du milieu du cinéma qu'elle connaissait, qui lui ont dit « Attends, mais tes conseils, ils sont super précieux. J'ai l'impression que ça marche, en tout cas dans l'exercice de mon art. Est-ce que tu devrais pas donner des cours ?» Donc elle devient professeure à New York. Ensuite, on lui dit, mais attends, mais ça c'est dommage que ce soit accessible qu'à des gens qui payent, je sais pas, $50,000 l'année. Est-ce que tu devrais pas en faire un bouquin? Donc elle en fait un bouquin, ça s'appelle Libérer votre créativité. Ce bouquin a le pire titre de la Terre et la pire couverture, ça donne pas envie. Mais en anglais, je crois pas qu'il s'appelle comme ça. Mais j'aimais pas trop le concept de gourouisation de la société avec des gens qui prêchent la bonne parole et d'autres qui la reçoivent en étant un peu des bénis oui. T'as trouvé le titre? Alors le titre en français en fait c'est pas que libérer votre créativité, c'est libérer votre créativité, oser dire oui à la vie. C'est ça, exactement. Et ce qui est un peu enférique. Du coup... Putain, j'avais oublié. The Right to Write. The Right to Write. C'est quand même un peu plus stylé que libérer votre créativité. Dites oui à la vie. Vraiment, ce qui en plus ne dit pas du tout ce qu'il y a dans ce putain de livre. Donc c'est vraiment un enfer. J'étais contre la gourisation et l'acceptation de toute parole, si tant est qu'elle soit dite par quelqu'un qui a publié un livre. J'aimais pas ce rapport-là que je trouvais quasiment fasciste, si on va dans le jusqu'au boutisme, et un petit peu... et finalement très capitaliste. Donc j'étais vraiment pas pour ce truc-là. Jusqu'à ce que je tombe sur ce bouquin dans la bibliothèque de mon ex-plan cul. Je me dis, vas-y, c'était le confinement, je me faisais chier, je le lis. Par curiosité extrême, je me suis dit, je vais commencer à faire les exercices. Et puis, j'ai été prise dans le tourbillon de ce livre. Et je l'ai terminé, alors à force sueur, hein. Ça a été très compliqué, mais je l'ai terminé. Et il s'est passé quelque chose quand je l'ai terminé, pas tout de suite. Il s'est passé quelque chose plusieurs mois après. En fait, pour tout te raconter, donc en gros, ce livre vous explique que vous êtes des artistes, tout le monde un peu, est un artiste bloqué, que l'humain est fait pour créer, à toutes les échelles de la vie on entend, l'être humain est fait pour créer et que les blocages qu'il se crée lui-même ne demandent qu'à être annihilés par justement l'apprentissage de quelques méthodes, notamment par l'écriture le matin. Donc en gros, elle vous propose de vous lever et avant même d'avoir bu un café, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, vous mettez à table et vous écrivez 3 pages de ce qui vous passe par la tête. Ça peut être un rêve, ça peut être la description d'un mur. Le principal, c'est que vous vidiez la tête et que la partie gauche de votre cerveau, qui est censée être la partie senseuse, vienne se taire. Donc c'est la partie de votre cerveau qui vous dit que vous êtes une merde, que vous êtes une imposture, que ce que vous faites c'est à chier, que vos parents vous détestent. En gros, c'est cette partie-là du cerveau. Donc la méthode, voilà, attention, hein, je paraphrase. Donc là, la méthode tend, et notamment l'écriture, les pages du matin, ce qu'on appelle les pages du matin, tend à dire chute à cette partie gauche de votre cerveau. Et après, plein d'exercices vont vous permettre d'explorer votre créativité et de vous libérer de vos blocages que vous êtes souvent auto-construits. Et donc, elle dit dès le départ, vous allez voir que les changements qui vont opérer seront certes subtils, mais extrêmement puissants. Du coup, tu vois les changements où tu veux les voir. Donc en fait, si vous voulez, ce livre, c'est juste une sorte de eye-opener où t'es vraiment genre, d'un coup, t'as l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois et de dire, attends, c'est vrai que ça sache, attends, mais je vois plus la vie pareil, c'est génial. Et en fait, il s'est passé un truc extraordinaire que j'aurais mis avant sur le compte de la folie, qu'aujourd'hui je mets sur le compte de la libération de la créativité, qui est la synchronie, ces phénomènes par lequel, quand on commence à se libérer créativement, on vibre sur la même fréquence, voilà, je me déteste, que certains autres créateurs qui sont en train de se libérer. Et donc j'ai vibré sur la même fréquence que mon amie Alix, qui est aussi ma collègue. Et du coup, on s'est inscrit au même cours de théâtre sans savoir qu'on allait au même cours de théâtre. D'un coup, on s'est dit, attends, mais on n'écrirait pas une pièce de théâtre? Ok, on l'écrit. Attends, ça ferait pas un super film? Ok, on l'écrit. Mais attends, ça ferait pas une super série? Ok, on l'écrit.
Et en fait, est né de ça tout un tas de matières, de matériaux fictifs, d'écriture, etc. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire que je ne veux pas être journaliste, je veux être autrice, réalisatrice, actrice. Je peux pas dire chanteuse et costumière car je n'ai aucun talent pour j'ai trop tard pour apprendre ça. Mais en vrai, je n'ai plus peur d'embrasser mes envies premières et de reconnecter avec mes amours d'adolescente et d'enfance. Et j'ai plus peur quand on me rit au nez parce que je sais que les gens ne font qu'essayer de me créer des blocages parce qu'ils sont effrayés par leur propre incapacité à être aussi courageux que ce que moi je suis et ce que sont mes amis qui ont décidé de se libérer créativement. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte. C'est bien résumé. C'est encore une fois trop intéressant. C'est vrai. C'est trop bien. J'ai envie de rebondir sur 1000 trucs, mais ceci dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre à chanter. Donc. Si tu veux m'apprendre à chanter, on face. Hein. Moi, j'ai jamais dit non à l'apprentissage de quoi que ce soit. J'ai une mère, tu sais, qui est passionnée par le chant. Et qui chante depuis longtemps, qui fait du gospel, du jazz, qui a fait des années de piano. Donc, parfois, je pousse la chansonnette avec elle. Moi, j'adore chanter, j'ai aucun mal à chanter en public, je chante très mal. Mais je veux bien comprendre, et je le sais, que la chanson, comme tout art, ça s'apprend. Oui. c'est le truc le plus technique ever. C'est mais vrai. Oui, ça s'apprend. Oui. Bah, tu vois, d'un point de vue technique, moi, quand je dois faire les trois en même temps, je sais que tu dois danser, chanter et jouer à la comédie. Ce qu'on fait en comédie musicale. Le plus compliqué, c'est de tenir la technique vocale. C'est le premier truc qui a tendance à se barrer en couille. Mais la technique vocale, elle prend en compte plein de trucs à l'intérieur de ton corps. C'est le cas aussi quand tu danses, mais tu l'as intériorisé. Tu y penses même plus. En théâtre, c'est plus émotionnel, donc c'est différent. Et vraiment, techniquement, vocalement, c'est des trucs, même quand tu l'as conscientisé, il faut encore un petit peu y penser. Donc, si t'es essoufflé par la danse, en fait, ça a tendance à se barrer très vite. Ok. Par contre, vu que c'est une technique, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut apprendre, comme toute technique. Tu veux dire que, est-ce que c'est vrai que du coup, une personne qui a une voix amphérique et très fluette, très aiguë, peut quand même réussir à chanter. Mais oui, bien sûr. Oui, de ouf. Mais donc la chanson est un art qui est à la portée de tous. Mais en fait, chanter, c'est parler et respirer d'une manière mélodique. J'avais jamais pensé à ça. C'est juste ça. Du coup, oui, tout le monde peut parler et respirer. Penser à ça, Mélissa. C'est vraiment respirer d'abord et parler ensuite. C'est vraiment ça. Ouais, c'est littéralement ça. Et c'est ce que... Ok, je suis chanteuse. En fait, je trouve que quand tu commences à apprendre un art, t'as envie de les apprendre tous. T'as envie de passer d'un à l'autre. Et encore, c'est à toi que je dis ça. Moi, vraiment, je trouve ça formidable, cette capacité à non seulement maîtriser plusieurs arts différents, mais en plus à les concentrer et les faire tous en même temps. Ah, mais ça par contre, c'est un enfer. Enfin, c'est ton job, Mélissa. Non, mais j'adore. C'est ton quotidien, putain. Oui, non mais j'adore. Mais oh là là, quel enfer. C'était la première fois pour le coup cette année que je faisais cet exercice-là, de vraiment faire les trois en même temps, parce que j'ai toujours chanté, j'ai toujours dansé, j'ai toujours fait du théâtre. Voilà, j'ai tout commencé très tôt, donc tout séparément, ça passe. Enfin voilà, ça évidemment il y a des défauts, comme tout, c'est des métiers où on n'a jamais fini d'apprendre, donc il y a toujours des trucs à retravailler. Mais voilà, je m'en sors dans les trois séparément. Les trois ensemble. Encore, chanter et interpréter, ça va. Danser et interpréter, ça va très bien, parce que c'est un peu différent. Mais le cardio, et puis là en plus, en plus, année Covid, année avec des masques, et vraiment le cardio, mais quel enfer. Tu finis les chansons, en fait, tu te rends compte que... En fait, c'est très bizarre cette sensation, quand t'as En fait, t'es juste à bout de souffle. Et t'es là, en fait, j'ai pas le choix, faut que je continue ma chanson et la choré. Donc tu te pousses, tu pousses ta voix, t'as tout ton air, tu le sens monter dans ton visage. Là, allez, il faut que je sorte la note, c'est parti. C'est tellement... Ta vie c'est Uno Stress. Mais grave. Mélissa, je veux être toi, ta vie c'est vraiment Uno Stress, putain. C'est mon rêve. On parlait de l'inspiration. L'inspiration était venue de ma question vis-à-vis du fait que tu écrivais quotidiennement. Et donc, tu as parlé de libérer votre créativité. Et donc, c'est très bien parce que ça fait un lien entre tout ça. Donc, quand elle te dit d'écrire tous les matins, toi, t'as senti une vraie différence dans ce travail d'écriture quotidien. J'ai jamais fini ce livre. J'ai commencé ce livre. Moi, j'ai pas supporté. Parce que moi, ce truc d'écrire tous les matins, ça me fout une angoisse
que du coup c'était pire. J'arrivais Pourquoi plus à écrire derrière. Parce que j'ai un peu du mal avec les trucs routiniers de base. Et Non, mais moi j'écris plus tous les matins là. Ah oui, tiens, c'était une question que je vais te poser aussi. Non, ce serait mentir. Hein. Je pourrais mentir, c'est pas le but. Donc non, j'ai écrit tous les jours pendant donc la méthode dure 12 semaines. Donc pendant ces 3 mois-là, j'ai écrit tous les matins. J'ai fait ça pendant environ 7 mois. Ce qui, franchement, je suis pas peu fière. Bah, c'est énorme, ouais. Parce que j'ai trouvé ça énorme. Je le fais plus parce que ça va sembler très bizarre. En gros, pendant la fin de... Quand j'écrivais, je me suis fait larguer pour la première fois de ma vie. Et en fait, il s'est passé un truc terrible en moi qui faisait que cette rupture a créé un anéantissement total de mes capacités à faire quoi que ce soit d'autre que être au fond du trou. Donc, clairement, j'ai fait une dépression nerveuse dont je parle très facilement, qui est juste vraiment... la rupture a été un élément déclencheur, n'était vraiment pas du tout... le vrai pourquoi du comment j'ai été obligée de me faire arrêter. Donc je me suis fait arrêter plusieurs mois au travail, j'ai été mise sous antidépresseurs, j'ai recommencé une analyse et en fait cette rupture avait ouvert un espèce de vide en moi qui était absolument terrifiant et je ne pouvais plus écrire. Voilà, donc je pouvais plus écrire pour le travail, je pouvais plus écrire personnellement, je ne pouvais plus écrire pour libérer votre créativité. Et donc j'ai arrêté pendant plusieurs mois, je pouvais même plus regarder une série, un film, tu vois, c'était vraiment le fond du trou où tu ne peux rien faire, voilà, clairement, à peine prendre soin de toi. Quand j'en suis sortie, parce que message aux gens qui vivent cette période-là, on en sort. Et c'est la bonne nouvelle. Quand on voit le bout du tunnel, on peut recommencer à avoir une vie tout doucement qui redevient normale. Mais pendant plusieurs mois, voilà, j'ai eu une vie qui s'est arrêtée. Donc, impossible d'écrire. Et j'ai essayé de reprendre depuis. Et étonnamment, le processus d'écrire le matin me reconnecte à ce moment de ma vie où j'ai été plus bactère, sachant qu'avant pour moi la dépression nerveuse, c'est pas du tout un podcast sur la santé mentale mais c'est pas grave. On parle souvent de ce genre de trucs. C'est vrai. Oui. C'est souvent très lié en plus de toute façon. Et donc voilà, donc l'écriture des pages du matin me ramène donc il y a un an et c'est une phase de ma vie que j'ai envie de ne plus jamais revivre évidemment. Je pense que le travail que je fais en psychanalyse, le travail que je fais au yoga, qui me permet de me libérer vachement de mes angoisses et de mes névroses, feront qu'un jour je pourrai reconnecter à cette écriture matinale en étant totalement exorcisée de ce moment-là, parce que c'est ridicule, je vais pas m'arrêter d'écrire le matin parce qu'il s'est passé ça. Pour l'instant, j'y arrive plus. Quand j'étais régulière, je le faisais tous les jours, et en fait, Julia Cameron explique quelque chose qui est que quand tu zappes un jour, quand tu n'écris pas pendant une matinée alors que tu as l'habitude d'écrire tous les matins, tu déprimes et t'es grincheux. Et je ressentais ça. Et je ressentais aussi que ça impactait mon écriture, donc que j'étais moins inspirée. Parce qu'en fait, évidemment, c'est comme tout. Je trouve que plus tu fais l'amour, plus t'as envie de faire l'amour. Plus tu cours, plus t'as envie de courir. Plus tu fais du yoga, plus t'as envie de faire du yoga. Plus tu joues sur scène, plus t'as envie de jouer sur scène. La pratique influe énormément sur l'envie. Donc, quand t'écris tes pages du matin, souvent tu vas trouver des idées pour tes sujets du jour. Ah putain, j'avais pas pensé. En fait, elle explique qu'au bout de la première page et demie, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de la première page et demie. Donc, il y a une espèce de porte qui s'ouvre et tu te dis que c'est à ce moment-là, tu touches au truc que tu devais vraiment dire. C'est-à-dire, au début, t'es là, ouais, franchement, cette nuit, trop chiant, il y avait un moustique. Et à la première page et demie, tu dis, ouais, mais en fait, ce moustique, pourquoi il m'a fait chier toute la nuit, il m'a rappelé que machin. Et là, tu dis un truc et t'es là, ok. Donc, c'est ça qu'il fallait que je sorte de mon putain de cul. Et t'es en train de me donner envie de le relire et de vraiment y mettre. Je t'encourage vraiment à le relire, c'est super. Et donc oui, non, évidemment que tu sens une amélioration qui est, je vais pas mentir, ce n'est pas de la magie. Donc tu vas pas te réveiller un matin après 3 mois de méthode et dire attends, je suis Albert Londres. Tu vois, non, ça n'existe pas en fait. Évidemment. Donc c'est pas de la magie, évidemment que tu vas toujours avoir des lacunes et des manques d'inspiration, mais c'est un support qui est exceptionnel, l'écriture le matin, pour trouver des idées, t'exorciser de tes démons intérieurs, voilà. Donc je répète aux gens qui me disent moi je vois pas trop la diff, ça n'est pas de la magie évidemment qu'on devient pas un génie du jour au lendemain. Les changements encore une fois sont subtils mais sont puissants et interviennent dans le temps. Mais rien que le fait que tu dises ce truc de la page et demie là, que ensuite tu touches vraiment à ce dont il fallait que tu parles, psychologiquement je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et pour moi la psychologie et le truc artistique c'est genre lié, enfin moi je suis toujours en hyper analyse de tout et du coup ça m'aide à comprendre plein de trucs et artistiquement
c'est fou. Ça te débloque. C'est dingue. En fait, les deux sont tellement liés. Les trucs psychologiques débloquent des trucs artistiques et les trucs artistiques débloquent des trucs psychologiques. Et il y a un lien entre les deux qui est... Je sais pas. Pour moi, on peut pas ne pas lier les deux, quoi. Je comprends. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait ce truc de la page et demie, qu'au début, t'es un peu en surface et au final, après, t'écris. En fait, je pense que si tu te penches dessus, c'est tellement intéressant sur ce que tu peux découvrir de toi-même Exactement. et en apprendre encore plus sur toi. Et c'est trop bien. Ah non, mais c'est pour ça que je pense vraiment que c'est un exercice passionnant. Et en effet, si tu peux lire... J'ai commencé, moi, la thérapie, donc une analyse, en même temps que je faisais libérer votre créativité. Et ma psy, je la sentais même un peu blasée, parce que vraiment, à chaque séance, je lui expliquais des trucs que je faisais via la méthode. Et j'avais l'impression qu'elle avait un peu envie. Évidemment, on peut pas enlever le fait... Enfin, on peut pas nier le fait que les psys sont aussi des humains, avec un ego, Oui. avec Oui. des idées, et même avec un visage. Et moi qui suis hyper sensible à ce que les gens laissent paraître via leur mimique, j'ai vu que ça l'avait saoulé. Mais en fait, c'était hyper intéressant de lier en effet cette pratique artistique, ces exercices artistiques, avec un travail profond, psychanalytique, voilà. Et en fait, c'est marrant parce que vite, quand j'ai commencé à sombrer deep dans la méthode, c'est là que je suis passée, pendant mon analyse, au canapé. Qui est donc l'étape. Normalement, en analyse, au départ, tu te confrontes à ton analyste. D'accord. Donc, t'es face à lui, etc. Et en fait, quand il estime que t'es prêt, il te dit de passer au canapé. Donc, le canapé, t'es allongé et donc tu perds le regard de ton analyste. Ce qui veut dire que t'as plus un interlocuteur direct. Ton interlocuteur direct, il est ton inconscient. Donc, tu vas t'allonger et tu vas, puisque t'as perdu le regard de la personne qui est en face de toi, aller fouiller les méandres de ta personnalité. L'autre n'intervient que très peu. Du coup, c'est toi et toi-même. Tu vas me dire, t'es toi et toi-même tout le temps. Oui, mais là, t'as quelqu'un qui fait rebond. Oui, Voilà. Et j'ai commencé à faire ça en même temps que j'ai plongé dans la méthode. Du coup, l'alliance des deux était un mélange détonnant, tu vois, qui m'a fait aller vraiment profondément dans mes réflexions. Et ouais, les deux sont passionnants à faire. Donc oui, non, je trouve qu'en effet, la thérapie est un super complément à une méthode ou même à une pratique artistique ou même à une pratique de la vie, quelle qu'elle soit. Quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. Tu as dit que tu aimais beaucoup le cinéma de l'horreur. Ok, oui. Ouais, pardon, je change complètement de sujet d'un coup. Non, mais pas de souci. Sans prévenir, voilà. Ok. Je fais écho au fait que tu sois en train d'écrire, etc. Est-ce que c'est vraiment le style, genre, je sais jamais quel mot employer, que tu préfères dans le cinéma, l'horreur ? Je sais pas si j'ai un genre préféré dans le cinéma. Je sais que la comédie est le genre que j'affectionne le moins. Je sais que je suis très film dramatique. Je sais que j'aime le cinéma qui raconte l'humain. En fait, c'est très étonnant. Il y a cette dichotomie, ce paradoxe en moi qui me fait apprécier à mourir les films des frères Dardenne. J'aime le cinéma de l'humain dans ce qu'il a de plus commun, dans ce qu'il a de plus... Voilà, c'est l'histoire de ton voisin qui a un cancer. Ça va me passionner au dernier degré parce que je vais retrouver un peu de mon humanité chez cette personne et chez cette histoire. Et j'aime le cinéma d'horreur précisément pour les arguments inverses. J'aime le cinéma du n'importe quoi. Ce que j'aime beaucoup dans l'horreur, c'est qu'aussi, il est souvent grand guignolesque. Oui. J'aime le grand guignol, j'aime le nimp, j'aime les fadaises, j'aime les histoires abracadabrantesques. Donc je dirais pas que c'est mon style préféré, j'ai pas de style préféré, je pense que c'est un cinéma qui exprime l'une des facettes de ma personnalité. Et j'aime l'horreur. Attention, tu vas me lancer sur vraiment un sujet que j'aime passionnément. J'aime l'horreur, je trouve que c'est un genre cinématographique qui est moqué, qui est ridiculisé, qui est... Ouais, juste qui est moqué quand il devrait être choyé, quand il devrait être respecté pour ce qu'il est, c'est-à-dire un art, un genre qui vient souligner les tares de son monde. Je trouve que via l'horreur, tu peux tout dénoncer. Tu peux dénoncer et transcender ta dénonciation, transcender l'horreur qui est juste une horreur humaine, en faire quelque chose de complètement fou et qui vient des astres. Tu peux tout faire avec l'horreur. C'est un genre qui ne souffre aucune limite. Et du coup, je trouve que c'est un genre passionnant. En plus, au-delà de juste ce qu'il exprime, ce qu'il raconte et ce qu'il transcende, c'est un genre dans lequel on a commencé très tôt à mettre des femmes en avant. Donc c'est et sa force et sa faiblesse au cinéma d'horreur, c'est que donc très tôt t'as eu des femmes qui étaient les héroïnes quand en fait on était encore en train d'invisibiliser les femmes par ailleurs.
Toutefois, ces femmes-là, elles étaient souvent enfermées dans des stéréotypes. Tu vois, t'avais la Scream Queen, t'avais la Final Girl. Voilà, elles répondaient à des clichés. Donc, qu'est-ce qu'il faut considérer ? Est-ce qu'il faut considérer que c'est cool parce qu'elles étaient quand même mises en avant, ou est-ce qu'il faut considérer que c'est l'inverse et que c'est insupportable de mettre des femmes en avant pour en faire des caricatures et des visions grotesques de ce qu'est notre genre ? Je sais pas où est la réponse, je sais juste que c'est un genre qui en tout cas a mis en avant des femmes très tôt, même si elles n'étaient pas derrière la caméra, même si elles consommaient moins ce genre-là que les hommes. Mais du coup, je suis quand même contente qu'on ait un genre filmique qui mette ces meufs en avant. Je trouve que c'est, même si elles répondent en effet à des clichés, elles demeurent quand même des femmes souvent fortes. Tu vois, même si la Final Girl, il faut qu'elle soit vierge, qu'elle soit pure, que ce soit une jolie blanche, mignonnette. Ouais, c'est insupportable, ça répond à plein de clichés d'une société patriarcale. En même temps, on a vécu pendant très longtemps dans une société patriarcale. Le féminisme n'est à la mode que depuis très peu d'années. Donc voilà, mais si on voit les choses par le prisme d'un avant, je trouve que c'était déjà pas mal de voir des meufs niquer des gueules, niquer des gars, niquer des monstres, s'en sortir et ne pas se faire décapiter seconde 2. Oui. Donc dans un monde où on veut tout et son contraire, où on veut mettre des meufs, mais à la fois pas comme ci, pas comme ça, je trouve que l'horreur était une solution assez tôt dans un cinéma progressiste. Donc vraiment j'aime l'horreur pour plein de choses. Moi ma série que j'essaie, donc notre série que j'écris avec mon ami Alix Martineau, qui est quelqu'un de brillant que tu devrais totalement inviter dans ton podcast, que j'écris avec Alix Martineau, c'est une série d'horreur qui essaye de mélanger l'horreur pure, c'est-à-dire des codes du surréalisme et du gore et du sinistre, avec un propos assez militant. En fin de compte, je vous en dis pas plus. J'espère que vous pourrez le découvrir sur Netflix d'ici 3 ans maximum, sinon je me suicide. Mais ouais, l'horreur, je trouve qu'elle est pas assez... elle est très consommée, ça qui est étonnant, ça qui m'agace profondément chez les consommateurs de l'horreur, c'est qu'elle est très consommée, mais les gens qui la consomment la méprisent. Oui. Et c'est insupportable. Comme la télé-réalité. Moi, j'ai pas peur de dire je consomme énormément de télé-réalité. Il y a pas un jour qui se passe sans que je regarde le reste du monde, ou Les Marseillais, ou La Villa des Cœurs Brisés. Mais en fait, aujourd'hui, c'est très français et c'est très parisien surtout de moquer les envies de divertissement des gens. Moi, je regarde des trucs hyper pointus. Je regarde aussi de la télé-réalité. Je regarde de l'horreur. Je regarde du drame. Je regarde du Haneke. Je regarde du James Wan. Et en fait, la pluralité personnelle fait la curiosité. Donc, je trouve que c'est dommage. Il y a du snobisme un peu partout, même musicalement. Ouais. Musicalement, c'est terrible. Enfin, quand t'évolues dans la sphère musicienne, il y a beaucoup, c'est un euphémisme, vraiment. Genre, il y a un snobisme musical qui est hallucinant sur tout ce qui est simple musicalement parlant. C'est-à-dire que quand t'es bon musicien ou bonne musicienne, t'es censé pouvoir composer des trucs avec des accords compliqués qui sont pas forcément compris par les gens qui sont pas élitistes musicalement parlant. Et par les non-musiciens. Et par les non-musiciens. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, ce que certains appellent le jazz mathématique, qui est un truc qui est presque dissonant à l'oreille, mais qui techniquement est ouf, du coup ne plaît qu'aux musiciens, parce que techniquement c'est fou, et donc tu te rends compte de l'aspect technique. Mais quand tu connais pas l'aspect technique, t'es juste en mode ça sonne pas hyper joli, quoi. Et ça fait déjà un petit temps que je me posais des questions, que je me disais, mais si ces musiques plaisent à autant de monde, les musiques populaires, j'entends, enfin tout ce qui passe à la radio, etc., ça peut pas être une erreur en soi. Mais moi j'avais un espèce de snobisme quand même vis-à-vis de ça. J'étais en mode tout ce qui passe à la radio c'est de la merde, et je n'écoute que Marcus Miller, qui est un bassiste que j'adore. Mais enfin voilà, que des trucs hyper jazz, hyper technique musicalement parlant. Jazz quand je joue, non. Quand je chante, oui, j'aime beaucoup. Tu es chanteuse de jazz. Pas que, mais j'adore. Enfin, je suis fan trop de toi à mesure que la minute passe. Mais en soi, quand tu chantes, il y a pas de temps de... A priori, si tu sais chanter, tu peux tout chanter. Le seul truc qui est compliqué, c'est le scat. Mais ça, c'est très particulier. Oh, puis c'est insupportable à écouter. Contrairement à la musique où c'est un peu différent parce que il y a des gammes différentes, etc. Enfin, au niveau de la composition. Après, si t'apprends le morceau de quelqu'un, c'est pareil. Une fois que tu sais jouer d'un instrument, tu peux tout jouer. C'est au niveau de la composition que c'est un peu compliqué. Mais voilà, du coup, je me suis libérée de ce snobisme musical et de me dire, en fait, si ça plaît à autant de monde, en fait, le principe de l'art en soi, de mon point de vue, c'est une discussion qu'on a beaucoup eu dans le podcast, ce qui fait art ou ce qui ne fait pas art. De mon point de vue, ce qui fait art, c'est ce qui fait l'émotion. Et du coup, si des musiques qui passent à la radio touchent autant de monde, c'est qu'elles provoquent des émotions.
Émotion, c'est un mot que j'adore. Allez, J'adore le mot des émotion. émotions chez autant de monde. Et donc, elles ont forcément quelque chose d'intéressant à écouter là-dedans. Et tout ça pour dire que du coup, je pense que c'est la même chose au niveau de l'horreur. Il y a un espèce de snobisme. Ouais, tu sais, j'étais, il y a quelques années, franchement, je suis pas peu fière de le dire, j'étais jury critique à Gérardmer, donc c'est un peu le dream de ma life. Donc Gérardmer, c'est un festival de cinéma fantastique qui a lieu tous les ans, en général, fin janvier, début février, dans la ville de Gérardmer. Donc c'est l'ancien festival de la Voriaz qui se passait à Voriaz. Et donc là, ça se passe à Gérardmer depuis quelques années, donc au bord d'un lac. Donc Gérardmer, c'est une petite ville des Vosges, donc c'est un lac qui, l'hiver, est complètement gelé. Donc t'as cette atmosphère, donc toute la ville est organisée autour de ce lac, gelé, avec la brume, enfin, tu vois, c'est complètement propice à un festival de cinéma fantastique et de cinéma d'horreur plus particulièrement. Et donc j'ai été critique là-bas et c'était une passion, sauf que j'étais un peu déçue parce que pour moi Gérardmer c'est un festival populaire, un festival où on se la pète pas, où on va en moon boots, etc. Et j'ai eu des discussions un peu pénibles avec des professionnels du secteur qui étaient encore en train de suranalyser ce qu'on était en train de voir, de se moquer de certains des produits culturels qu'on était en train d'observer et d'analyser. Et en fait, je trouvais que c'était complètement passé à côté de quelque chose, et comme tu dis, à côté de l'émotion. En effet, il y a des films qui coûtent pas cher, qui ont été mal réalisés, mais qui dégagent quelque chose, parfois de drôle malgré eux, mais en fait, se moquer, c'est quand même une émotion. Enfin, ressentir de la gêne et tout, c'est déjà que t'as réussi un pari, celui de provoquer quelque chose chez quelqu'un. Oui. Moi, il y a plein de films qui ne me provoquent rien, c'est là que je dis qu'un film est raté. C'est donc, je te rejoins complètement sur ce truc de l'émotion. Tu vois, par exemple, Tenet, ça ne m'a rien évoqué, ça n'a provoqué aucune espèce d'émotion, si ce n'est l'ennui, n'a rien provoqué chez moi. Donc j'estime que même si on provoque du dégoût, même si on provoque peut-être de l'incompréhension, une forme de je sais pas, quelque chose de quasiment épidermique, c'est que ton film, quelque part, il est réussi. Et donc, je déteste le mépris qu'on a vis-à-vis du cinéma et surtout du cinéma d'horreur, parce que t'as déjà le mépris pour le cinéma de manière générale, mais alors, quand c'est encore une niche, si t'as encore des gens qui sont dans la critique de la niche, putain, on s'en sort jamais, les gars, quoi. Venez, on dit c'est cool. Les gars, ils ont réussi un film avec, je sais pas, 500 000 euros, ce qui est rien, tu vois. Ils ont réussi un film. Bon, c'est mal joué, mais c'est gaulerie, tu vois. Et moi, ça me touche, en fait. Donc l'horreur est méprisée, sous-estimée. Les gens n'aiment que le cinéma de James Wan, ou alors il faut taper sur Carpenter. C'est très à la mode de dire ça a toujours été à la mode de dire qu'on aimait Carpenter. Mais en fait, avez-vous vu du Carpenter? Moi, j'adore Carpenter, c'est ma spécialité, mais avez-vous vu du Carpenter aujourd'hui? Revoyez-vous des vieux Carpenter en 2021. Dites-moi que c'est du génie. Vous êtes hypocrite, tu vois. Ou vous êtes beaucoup trop snob. Mais en réalité, aujourd'hui, tu regardes les premiers films de Carpenter, c'est à chier, tu vois. Donc, l'horreur souffre encore énormément de mépris, et c'est extrêmement dommage. Je pense qu'on devrait redorer le blason de l'horreur, qui a été redoré, cela dit, il y a quelques années avec Grave. Parce que Grave, ça cochait les... C'est vrai, il faut que tu vois, Julia Ducournau, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle sort un film qui est à Cannes, là, je serai à Cannes, évidemment, et si juillet. En fait, Grave, si tu veux, ça cochait un peu toutes les cases de l'horreur qui est censée être applaudie, c'est-à-dire que c'est de l'horreur qui visuellement est super, film réalisé avec 3 millions d'euros, donc c'est déjà pas mal pour un film d'horreur français. Il est plastiquement hyper réussi, il fait film d'auteur, à la fois il est féministe, il est ultra social, on parle végétalisme, véganisme, on parle critique ça critique énormément de choses, mais voilà, donc il y a quand même... des consensus, on s'accorde à dire que ce genre de films sont très bons, et à côté de ça t'as aussi de très bons films très couillus avec moins d'argent, avec moins de publicité qui sont absolument super aussi, et qui mériteraient un peu plus que juste du mépris basique de gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Tu as évoqué du coup le fait que tu écrivais avec Alix. La raison pour laquelle je t'ai parlé de l'horreur, c'était surtout pour te demander si ça t'inspirait aussi quand tu écris, mais du coup tu en as... Oui. En fait, ça m'inspire, oui et non. C'est-à-dire qu'on a trouvé cette histoire. En fait, pour tout te dire, cette histoire, elle est née d'une contrainte qui était qu'un jour, on a vu une boîte de production chercher des jeunes talents et des jeunes et des nouveaux projets.
Du coup, on a postulé, mais du coup, on a créé une histoire pour ce truc-là, parce qu'on avait envie d'être produite. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est très bien, parce qu'en fait, c'était un film, et on s'est rendu compte que notre sujet, c'était pas exploitable en un film, c'était exploitable en une série. Donc, on a changé de format. En tout cas, si moi, demain, je fallait que j'écrive des films et des séries, ce que je fais actuellement, sans que personne ne me demande quoi que ce soit, ce serait pas de l'horreur que j'écrirais, non. Parce que c'est pas ce qui me drive de prime abord. Moi, j'aime écrire des drames humains. Alors, évidemment, tu peux écrire des drames humains et les lisser, les polisser, les travestir en horreur. Mais non, je préfère écrire des histoires plus ancrées dans notre quotidien à nous toutes. Donc non, c'est pas ce que j'écrirais. Ça m'inspire, c'est pas ce que je ferais de ma vie. Oui, d'accord. C'est pas ce que je ferais de ma vie. Moi, mon but, ce serait vraiment... Ouais, ce serait de faire du... Enfin, mon but, c'est d'être audiard, quoi. Voilà. Petit but, en toute modestie, quoi. Voilà, mon but, c'est d'être Jacques Audiard. Alors là, virage dans le podcast. Oula. Il me semble savoir que tu aimes aussi beaucoup la cuisine. Ah oui, c'est pas que j'aime la cuisine. En fait, j'aime pas particulièrement passer ma vie dans les semences de la nature, à couper des trucs, avoir du jus partout sur la gueule. J'aime pas particulièrement ça. J'aime pas me nourrir, j'aime le bien manger. Mais je dis pas ça pour rigoler. J'aime vraiment le bien manger, je suis fine gastronome, en tout cas j'essaye. Donc je pense que si on aime vraiment bien manger, on apprend à cuisiner. Donc pour moi, tous les gens qui disent qu'ils aiment la bouffe, qu'ils aiment vraiment la bouffe, et qui savent pas cuisiner, pour moi c'est des menteurs. Enfin pour moi c'est des impostures. Voilà, j'ai un avis très arrêté. Je comprends, ça t'a bien arrêté. Alors, je vais faire une différence, parce que je vais dire des scènes de nourriture, mais je vais faire une différence entre les scènes des gens qui mangent et les scènes des gens qui ont des gros repas ou qui cuisinent beaucoup. Est-ce que c'est un truc qui peut t'inspirer ou même toi, quand t'écris, est-ce que tu parles beaucoup de nourriture ou pas ? C'est bizarre comme question. Alors, c'est très marrant, j'avais jamais pensé à ça. Je m'étais jamais posé la question. La bouffe a une place dans la série qu'on écrit avec Alix, par exemple, déterminante. Et je m'étais même pas posé la question du rapport direct à mes envies de cuisiner. C'est marrant. Putain. Mais elle a une place déterminante, en fait, dans le scénario. Elle relève même du twist, en fait, donc c'est très marrant que tu me parles de ça. Ça m'inspire complètement, surtout depuis que j'ai vu cette excellente série sous-cotée qui s'appelle Hannibal, avec Mads Mikkelsen, qui raconte la vie d'Hannibal Lecter, qui donc est censé être un gars qui bute des gens et cuisine leur chair et après les dévore. Et en fait, t'as des scènes absolument magnifiques dans Hannibal où Hannibal bute des gens et après il cuisine, mais t'as l'impression de regarder Top Chef, tu vois, il fait des trucs hyper chiadés, et ça te donne envie. Si tu te dis pas que c'est le fion d'un connard, t'as presque envie de le bouffer, tu vois. Et il y a une autre série d'horreur que j'aime passionnément qui s'appelle Servant, qui est une série qui est produite par Night Shyamalan, donc un maître de l'horreur mainstream. Donc c'est un huis clos, Servant, ça se passe dans une seule maison. Et l'un des personnages principaux, le mari, est cuisinier, il est cuistot, et en fait il passe sa vie à cuisiner, et tu le vois cuisiner sur son marbre noir, couper des langousses avec du jus de langouste qui coule partout, et moi je regarde et je jouis à moitié. Et donc oui, bien sûr que ça m'inspire, parce que je trouve que, tu parlais tout à l'heure d'émotion, il n'est pas d'émotion qu'on ne peut pas ressentir à travers la cuisine, à travers la bonne bouffe. Donc j'ai toujours une énorme méfiance pour les gens qui n'aiment pas manger. Je veux absolument pas shamer les gens qui ont des troubles alimentaires, mais voilà, j'ai quelques amis c'est très rare, mais j'ai quelques amis qui sont pas fous de bouffe, qui s'intéressent pas à comment on fait. Moi, je me méfie. Me méfie parce que j'ai peur que ce soit des gens qui refoulent leurs émotions, qui n'acceptent pas le bonheur. La bouffe, c'est le bonheur, en vrai, voilà, bien sûr, quand on mange pas toute la journée, parce que ça relève de la maladie, mais quand on fait les choses dans une certaine mesure, je trouve que la bouffe, c'est le plaisir, c'est le bonheur, et je n'ai quasiment d'amis que des bons vivants. Ça me rassure sur leur nature. Voilà. C'est hyper intéressant. Ah bon ? Bah oui, mais encore une fois, ce lien psychologique est... Bah oui, non, mais bien sûr, il est obligatoire. A priori, le fait d'aimer bien manger, ça relève un certain plaisir de la vie à un moment donné, bien qui sûr. Est intéressant. Ah oui, non, mais complètement, c'est un plaisir de la vie, c'est un plaisir du partage. J'aime beaucoup recevoir, je suis quelqu'un, j'ai énormément de défauts, vraiment beaucoup, je suis vraiment une personne pleine de défauts, qui m'angoisse moi-même, mais j'ai une grande qualité, je pense, si je peux me lancer quelques fleurs, c'est que je suis quelqu'un de très généreux. Donc je vais toujours avoir envie de faire plaisir aux gens que j'aime. Je fais vachement gaffe aux gens qui font partie de mon entourage, que ce soit mes amis ou ma famille. Ma famille, c'est plus rare, j'en ai très peu, mais
je prends soin de mes amis énormément et ça passe par leur faire à manger, leur faire boire du bon alcool. Et j'ai rencontré un homme, j'ai changé de mec il y a... Non, je dirais que j'ai changé de mec il y a 7 mois. Je suis avec quelqu'un dont je suis folle amoureuse, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Je l'aime très fort. Et on partage ce même truc, ce même goût de la bonne bouffe, du bon vin, et on va pas picoler pour picoler, on va pas manger pour se remplir. On va faire très attention à ce qu'on consomme, pas d'un point de vue éthique, hein, j'avoue, puisque je consomme encore de la viande, par exemple, et du poisson. J'aimerais, moi, mais la vérité, c'est que j'y arrive pas. Donc j'ai une volonté qui est à peu près nulle. Mais voilà, donc oui, je fais vraiment attention à la bouffe, c'est vraiment une passion. Et j'aime beaucoup regarder des gens cuisiner au cinéma. Notamment, il y a 2 ou 3 ans, il y a un film super que je vous conseille à tous, qui est un film japonais qui s'appelle La saveur des ramen, sur l'histoire d'un jeune garçon qui, au travers de ses expériences culinaires avec sa grand-mère, apprend à la connaître, apprend à connaître ses origines, à savoir d'où il vient, renoue avec ce qu'il est. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que la cuisine, au-delà d'être juste quelque chose qui vous permet de vous nourrir, c'est se reconnecter à ce qu'on est profondément, à ses origines. Enfin, pour moi, la bouffe, ça me rappelle, tu vois, je suis issue d'un mariage multiculturel. J'ai une maman qui est française d'origine roumaine et un papa qui est mauricien d'origine indienne. Je connais très peu les origines de ma mère, sont des origines avec lesquelles j'ai absolument pas à reconnecter, mais j'ai été beaucoup de fois à l'île Maurice et je connais un peu le sud de l'Inde. Et la cuisine m'a permis de comprendre mieux ma grand-mère. Elle était végane, elle ne cuisinait que des légumes. Elle m'a fait découvrir des trucs extraordinaires parce que, en vrai, le véganisme, ici, souvent, ça paraît très chiant parce qu'on bouffe du tofu avec des légumes de merde parce qu'en vrai, en France, on a des légumes de merde. Et quand tu bouffes vegan en Inde, t'as des trucs extraordinaires parce que t'as des produits exotiques absolument sublimes. T'as des sauces épicées qui sont incroyables. Donc, t'as une espèce de pluralité dans le véganisme qui te fait aimer les végétaux. Pourquoi je raconte ça ? Oui, pour te dire que... ouais, du coup, je trouve que la cuisine, c'est aussi un moyen de se connecter à ses origines et à son soi du passé. Donc, c'est intéressant. Ça veut rien dire ce que je te raconte. Si, carrément. Bah si. Mais c'est intéressant, tu te remets beaucoup en question sur ta manière de penser sur les choses. Ah bah, y a pas le choix quand même. Non, mais moi je suis d'accord, mais c'est... Il y a pas le choix quand même. Il y a plein de gens qui le font pas. Je sais pas si les gens le font pas ou si les gens montrent pas qu'ils le font, parce que souvent, se remettre en question, c'est synonyme de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est un sentiment qui est très peu apprécié en communauté. C'est un sentiment qu'on expose très peu aux autres. Donc je pense qu'il y a surtout des gens qui n'osent pas être vulnérables en public. Je pense que tout le monde, je pense que c'est le propre de l'humain de se remettre en question. Moi, d'être un imbécile fini, auquel cas on doit être vachement plus heureux que ce qu'on est nous, qui nous remettons en question en permanence et qui avons ce syndrome de l'imposteur, même si j'aime de moins en moins ce terme. Mais ouais, non, évidemment que la remise en question, elle est absolument indispensable dans un processus de... Mais même pas de création, dans un processus de être un être humain décent, tu vois. Oui. C'est se remettre en question, c'est pas être un fils d'up en permanence en train de te dire que ce que tu fais, c'est du génie, tu vois. Enfin, perso, je connais aucune personne comme ça. Et surtout, j'ai pas envie de rencontrer des gens qui se remettent en question. Du tout. Voilà. C'est quoi qui te dérange dans le syndrome de l'imposteur ? Alors c'est la même chose qui me dérange dans le syndrome de... Enfin, dans plein de... Enfin, c'est la sémantique en fait, c'est juste en ce moment, et depuis quelques années, t'as des expressions, des tournures de phrases et un vocabulaire qui revient tout le temps. Moi j'ai horreur du phénomène de mode dans tous les domaines de la vie. Donc le syndrome de l'imposteur, la sororité, le terme même de féminisme sont des termes qui, même si j'embrasse leur concept à l'origine, finissent par me hérisser le poil parce qu'ils deviennent génériques et parce qu'ils deviennent des phénomènes de mode et qu'on oublie totalement la racine de ce que sont ces... Enfin, le signifiant de ce que sont ces mots pour en faire des phénomènes de société sur lesquels il fait bon écrire des articles, des films, des séries, des bouquins... Voilà, donc en fait, dès qu'un truc devient la mode, comme le syndrome de l'imposteur, on se dit, voilà, non mais ça doit être le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ça me fait chier, voilà, ça me fait chier à crever. Tu vois, le terme de sororité, qui est un terme ultra positif à l'origine, toutes les meufs qui me disent, ouais, mais la sororité... Et en fait, derrière, elles se tirent dans les pattes, j'ai envie de me suicider, tu vois, parce que... Mais vraiment, parce que je me dis, vous n'avez pas capté l'essence même du mot que vous utilisez, donc en fait, what the fuck. Donc non, de toute manière, j'ai horreur de la tendance. Je pense que même dans le vocabulaire, ça se transmet.
Donc oui, c'est le seul truc. Sinon, évidemment, que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. Évidemment que c'est quelque chose qui explique très bien ce qu'on ressent, ce truc de te sentir jamais à ta place et d'avoir l'impression que dès que t'arrives quelque part, en fait, t'es une imposture. Alors qu'en réalité, non, tu es arrivé là parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien. Mais en fait, ça fait écho à ce qu'on... Oui. L'Oréal. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure de Julia Cameron, tu vois. C'est, encore une fois, cette partie gauche de ton cerveau qui dit que t'es une merde parce qu'elle veut que ta vie soit safe, que t'es dans un certain chemin, dans une certaine ligne. Et évidemment que... le syndrome de l'imposteur, à mon avis, c'est une manifestation. Alors, c'est mon interprétation. Voilà, je vais me faire engueuler par tous les gens dont c'est la spécialité. Mais je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est une manifestation de cette partie gauche de ton cerveau qui essaie de te faire filer droit et que tu ailles pas en dehors des lignes et que tu fasses ce pourquoi tu as été programmé, peut-être culturellement, socialement parlant et même par tes parents. Il est important de rappeler aux gens que... En fait, je sais pas s'il y a des gens qui vont nous écouter, qui sont des jeunes personnes qui ont envie de se lancer dans ce processus extrêmement cruel qui est celui de l'écriture. Mais il est important de rappeler que vous n'êtes pas seul. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut être écrivain. Tout le monde veut écrire aussi des séries pour Netflix ou des films pour Arte. Je sais pas si avant l'ère du SVOD, par exemple, de la SVOD, pardon, les gens avaient autant envie de soumettre des idées. C'est-à-dire qu'avant, n'existait que le cinéma et la télévision, donc les canaux étaient finalement assez peu nombreux et assez fermés. Donc je pense que les gens se sentaient ni légitimes, ni forcément en détention des contacts suffisants pour soumettre leurs idées. Sauf qu'aujourd'hui, avec la naissance de Netflix, Apple TV, Amazon, OCS, etc., tout le monde a un peu envie que ces idées arrivent dans le foyer des gens. Et c'est normal, parce que ça nous semble si simple. Il suffit d'allumer la télé et on tombe sur un catalogue extraordinaire de produits, d'œuvres. Et je pense que du coup, tout le monde a envie d'avoir un peu son heure de gloire parce qu'elle semble simple à avoir. Et c'est la première erreur que je fais moi-même. Je me dis, tu vois, là, j'écris en ce moment, je me dis, ça, je le vois bien. Franchement, cette série, je la vois bien sur Netflix et ça, je le vois bien sur Arte. Mais en fait, il faut se mettre dans la tête que le processus entre le moment où tu as une idée et le moment où elle est diffusée, c'est infini, que les étapes sont infinies, que rares sont les gens qui y arrivent. Et c'est pas pour démotiver les gens, au contraire, moi je suis en train de m'atteler à un job qui n'est pas le mien, je suis en train de changer de carrière et je n'ai même pas peur. Et c'est peut-être quelque chose que je voudrais ajouter. Aujourd'hui, je sais que je veux changer de vie et il y a rien, contrairement à ce que je me serais dit il y a quelques années, qui me terrifie là-dedans. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de changer de vie. J'ai envie d'embrasser mes passions. Et je sais que ça va marcher. Ça marchera peut-être pas à l'échelle du monde, mais ça marchera peut-être à mon échelle. C'est-à-dire que peut-être des gens liront et me diront que c'est bien. D'autres gens me diront que c'est de la merde. Mais je vais essayer de retenir le fait que des gens disent que c'est bien. Je vais essayer de toucher les autres. Je vais essayer de mettre de l'émotion dans ce que je produis. Et voilà, donc peut-être que rien ne paraîtra sur Netflix, peut-être que rien ne paraîtra sur Arte, peut-être que rien ne paraîtra au cinéma. Ce que je sais, c'est que déjà produire quelque chose de A à Z, c'est extrêmement glorifiant. Et c'est le principal. Donc je veux complètement m'affranchir et essayer de faire en sorte que le monde s'affranchisse de la réussite sociale et du regard des autres. C'est extrêmement compliqué. Je suis pas sûre d'arriver à le faire pour l'instant, mais c'est ce à quoi je tends. Et j'aimerais bien qu'on crée pour le plaisir de créer, pour le plaisir de mener une idée à bien, plutôt que pour être reconnu et diffusé sur Netflix. Donc c'est un travail de longue haleine. Encore aujourd'hui, j'aimerais vraiment être connue, célèbre et magnifique et aller à Cannes. Mais la réalité... Tu vas à Cannes. Je vais à Cannes, vraiment pas du bon côté, mais c'est pas grave. J'y vais déjà. Et voilà, donc non, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je pense que au-delà de la reconnaissance qui est induite un petit peu au métier de créateur, il faut surtout être aligné avec les raisons pour lesquelles on a voulu créer au départ, qui sont souvent des volontés d'extérioriser des envies profondes et de partager des émotions. Voilà. Tu es parfaite. Ça te convient ? Ah, c'est parfait. Mais oui, c'est pareil, c'est un sujet qu'on a abordé dans le dernier épisode de la première saison avec Boris de la Higuera. Je répète les noms à chaque fois au cas où les gens veuillent écouter. Et je pense qu'en effet, dans ce que tu dis, c'est ça qui est hyper important, c'est que c'est trop bien. Évidemment, quand il y a plein de monde qui adore ce que tu fais et qui te suit, c'est génial. Mais faire des trucs pour soi, c'est la base. Et après, s'il y a des gens, c'est cool. S'il y en a pas, c'est pas grave. Mais oui, en fait, peu importe que tu sois vu par 100 ou 1 million de personnes, vraiment, je pense que si toi, t'es un peu en phase avec ce que t'as envie de faire,
C'est quand tu te racontes et quand tu crois à ce que tu dis, tu parles de l'universel. Oui. Je suis persuadée qu'il y a un temps pour tout le monde. C'est terrible parce que parfois c'est post-mortem, mais que en fait, quand tu écris des choses qui finissent par parler aux autres, ça arrive à un moment donné aux oreilles de la population et ça finit par plus ou moins marcher. Mais oui, je pense que c'est évidemment que tout le monde crée pour être vu, regardé et adulé. Je pense que le besoin de célébrité, c'est un truc que je connais, qui est commun à quasiment chaque personne que je connais. Donc, pas toi ? Je sais pas. Toi, t'as pas ce désir ? Pas spécialement. Enfin, je cracherai pas dessus. Mais je suis pas. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, je sais pas. En soi, je cracherai pas dessus. Mais du moment que mon métier me permet d'en vivre et que je peux vivre toute ma vie à créer des trucs, même si je suis pas connue, je m'en tape. C'est vrai ? Ouais. Donc tu verrais pas, d'après toi, dans la frustration parce que les gens te connaissent pas dans la rue, quoi. Non. Parce que je fais quand même ce que je kiffe, quoi. Et c'est ouf. Ça veut dire que tu fais ton métier pour les bonnes raisons. Et ça... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui font les choses parce qu'ils ont vraiment envie de les faire. Et les gens qui font les choses parce qu'ils veulent être reconnus et connus. Et je pense que les seuls gens qui perdurent et qui ne tombent pas malades sont les gens qui font les choses parce qu'ils ont envie de les faire. Oui. Pas parce qu'ils ont envie d'être Mais reconnus c'est ça, pour c'est qu'en fait, sinon, si t'as pas le retour sur investissement, pire expression dans le milieu artistique, mais c'est comme ça que on peut dire ça. C'est le monde. Oui, dans voilà. lequel Ça peut te rendre ouf, quoi. Et pour autant, il se passe tellement de trucs dans le milieu artistique qu'il y a peu de chances que t'aies un retour sur investissement, Ouais. avec des gros guillemets avec les doigts. Bien sûr. Donc ça peut. C'est vrai que nos chansons tristes, c'est si mal. Hein. Donc Ouais. la vie peut être très triste. Ouais. En vrai. Donc partir du principe que déjà tu fais ce que tu fais parce que t'aimes ça, c'est déjà trop ouf. Et après, si en plus de ça, il y a des gens qui te reconnaissent, c'est bien, mais c'est du plus. C'est comme je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais soit. C'est comme ce truc quand t'es plus jeune et que t'as absolument envie d'être en couple et que t'as l'impression que t'es hyper malheureux quand t'es pas en couple et qu'en fait après tu comprends que déjà il faut être bien seul et une fois que t'es bien seul, la personne que tu vas aimer ou qui va t'aimer, ça va être du positif en plus et que c'est pas une personne qui va te soigner complètement, il faut déjà que toi tu sois bien et la personne ça va être du plus et C'est un pour moi excellent c'est la même chose. Ah bon, merci. Non, c'est un excellent parallèle, c'est exactement ça. Ça veut dire que tu vis ton art de manière saine, enfin tes arts, puisque tu en as 14, mais de manière saine. Et je trouve que c'est très rare parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'envie aujourd'hui de créer pour la finalité qui est la célébrité. Et du coup, je trouve que ça pervertit totalement ce qu'est l'art en lui-même. Donc c'est... Et à la fois, moi pareil, évidemment que j'ai envie d'être célèbre. Donc, enfin, tu vois, c'est très... Oui, on peut être bien conscient sûr. de choses et désirer quand même le truc qu'on critique. Oui, bien sûr. Ça, c'est Non, totalement possible et humain. Donc, de toute façon, tous ces rapports-là qui ont trait directement à l'ego sont extrêmement compliqués à analyser, à surpasser, à épouser. Voilà. Moi-même, je cherche actuellement je cherche où est ma place dans le processus créatif entre l'ego et juste le désir et la volonté de s'accomplir et celle de juste sortir des trucs de ma tête. C'est très compliqué, je suis pas sûre en plus qu'il faille choisir. Ouais, je pense que le jour où tu résous le truc, c'est que tu peux plus écrire. Tu crois ? Toute ta vie, je pense. Je pense que ce qui te permet d'écrire, c'est toutes ces incertitudes. Mais bon, c'est... Mais tu sais, ça veut dire que c'est parce que t'as un esprit un peu, pas forcément torturé, mais en tout cas qui se pose 1000 questions, que t'arrives à créer. Je connais des gens super simples qui arrivent à créer des trucs super et qui se posent pas 1000 questions. Parfois, je me demande si c'est pas un lieu commun, ce truc de peut-être que c'est parce qu'on est torturé qu'on arrive à créer. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a juste des gens qui sont super forts. Ils vont très bien et créent des trucs de ouf. Et j'ai beaucoup remis en question ce truc-là où justement je me disais vraiment mais non, tous les artistes ne sont pas torturés. Et en fait, maintenant que la majorité des gens qui m'entourent sont dans le milieu artistique, je me rends compte que même si c'est pas des gens c'est pas de la torture physiquement visible, quand même ils remettent beaucoup de choses en question sur le monde et sur eux-mêmes. Et je pense que pour moi le fait d'être torturé c'est ça. Encore une fois, quand tu crées un truc, c'est que t'as besoin de dire un truc et que c'est que malgré toi, il y a un truc qui a besoin de sortir, qui te convient pas dans le monde tel qu'il est. Tu crois ou tu crois que c'est juste ton job ? Parce qu'en vrai, il y a des gens dont c'est le job juste, tu vois. Il y a plein de gens que je connais qui ont créé des trucs, ne serait-ce que pour le cinéma, qui ont créé des choses qui n'avaient aucun trait avec ce qu'ils étaient. Mais rien, et pourtant c'est super. Et donc j'ai l'impression que c'est pas parce qu'ils essaient d'expulser quelque chose d'eux, c'est juste leur job. Et je pense qu'on a tendance à sacraliser certains domaines artistiques, notamment le domaine de l'écriture, et de dire que c'est un truc pour personnes qui ont en effet envie d'exorciser
Je le crois intrinsèquement. Moi, c'est comme ça que j'ai écrit. Je pense qu'il y a aussi des gens dont c'est le travail. Ils l'ont appris. Ils sont capables d'inventer des histoires qui n'ont rien à voir avec eux. Même si j'apprends encore dans Truby, dont on parlait tout à l'heure, que dans chaque bonne histoire, il faut qu'il y ait un peu de toi, si tu as envie qu'elle soit compréhensible et qu'elle provoque l'empathie chez la personne qui te lit ou qui regarde. Donc je suis partagée, mais je pense qu'il y a aussi des gens dont l'apprentissage a fait qu'aujourd'hui c'est juste un métier et qui s'affranchissent totalement d'une quelconque notion empathique et personnelle. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on passerait à l'histoire que tout le monde doit continuer ? Ah oui, si tu veux. Alors, donc, c'est l'histoire que tout le monde doit continuer, que je vais essayer de résumer. Ce que François avait dit, je vais le dire de manière très concise, et si ça vous intéresse, vous irez écouter l'épisode, tout simplement. Il y a un jeune homme de nom Eudes, qui a hérité d'une caméra Super 8 de son grand-père qui est mort il y a une dizaine d'années. Et il va filmer dans la forêt. Quand il regarde ce qu'il a filmé, il se rend compte qu'il y a une espèce de forme évanescente qui se dégage de ses films. Ce qu'il ne retrouve pas quand il le filme avec un téléphone portable, avec un smartphone, avec un quelconque appareil numérique, dirons-nous. Plus il filme cette entité, plus l'entité se précise. Voilà, c'est ce que nous savons jusqu'à maintenant. Kalindi. Donc alors Jean-Eudes, ce qu'il aime... C'est Eudes, pas Jean. Merde, c'est Eudes. Eudes a le sens du spectacle. Eudes, il faut savoir qu'il est déjà fan de films d'horreur. Donc il vient pas de n'importe où. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si Eudes voit vraiment ce qu'il voit sur les vidéos qu'il a filmées ou s'il les imagine totalement. Et Eudes, ayant le sens du spectacle, il observe ces vidéos dans un espèce de grenier, qui est le grenier de sa mère. Et Eudes, comme il a vu cette forme en effet évanescente, qui se précise au fur et à mesure qu'il filme, il se dit qu'il ne peut plus être le seul témoin de ces espèces d'ectoplasmes. Du coup, il se dit, tiens, tant qu'à avoir une matière fascinante et extraordinaire entre les mains, il est temps que je convie du public à une projection personnelle de mon travail en forêt. Rappelons-le, il était en forêt. Tout à fait. Il convie donc plusieurs personnes, notamment son ami Philibert, son autre ami Philémon et son autre ami Philippe, car il ne fréquente que des personnes volontairement dont le prénom commence par Phi. J'adore. Et bien sûr, puisqu'il convient de le faire, étant donné que c'est sa demeure, il convie également sa mère, Fizzrude. C'est pour ça il cherche que des gens qui commencent par Phi, parce que sa mère s'appelle Fizzrude et son père Fizzrup, et évidemment, c'est pour cela. Donc, il convie sa mère, son père étant décédé, écrasé par un train à grande vitesse quelques années auparavant, nous dirons 4. Il convoque sa mère Fizzrude dans son grenier. Et donc sa mère monte, elle s'installe dans le grenier, évidemment, notre ami Eudes a fait toute une espèce de mise en scène, il a mis plein de fauteuils en velours, comme si on était au cinéma, devant la toile sur laquelle il diffuserait son film avec sa caméra Super 8. Malheureusement pour lui, comme il a peu d'amis, étant donné qu'il vit complètement dans sa tête, il n'a que 3 amis, donc il commence par Phi, ce sont les seules personnes qu'il connaît qui commencent par Phi, donc c'est pour ça qu'il les a invités. Et donc il n'a pas d'autres amis, puisque tous les autres personnes qu'il connaît, ont des prénoms qui commencent par d'autres sonorités. Donc, du coup, seules 4 personnes viennent à sa projection, ses 3 amis et sa mère. Et donc, c'est un moment très important pour Eudes, parce qu'il croit détenir enfin ce pourquoi il a vécu toute sa vie. C'est-à-dire, en fait, Eudes, il faut savoir aussi que c'est un enfant unique qui s'est beaucoup ennuyé. Il s'est beaucoup ennuyé et un peu comme Pierre qui criait au loup, il a raconté des histoires un peu horrifiques et au début les gens, tout le monde lui disait mais Eudes tu racontes n'importe quoi. Donc Eudes était vexé parce qu'il était persuadé que le matériau qu'il donnait était un matériau intéressant, mais en effet tout ce qu'il présentait n'était que fiction. Donc là pour la première fois il a l'impression que ce qu'il présente est quelque chose qui est vraiment arrivé. Voilà, il a été avec sa Super 8 en forêt à la recherche d'un frisson, il a été à la recherche d'une histoire. Et il s'avère que voilà, il a chopé cette forme évanescente, impossible de la filmer à l'iPhone, enfin vraiment il se dit putain c'est la chance de ma vie, je vais impressionner les gens vont kiffer, enfin en tout cas mes 3 amis et ma mère. Voilà, donc il commence à diffuser sa vidéo, il dit à tout le monde, il fait un petit discours quand même avant, il dit voilà,
je vous préviens, ce que je vais vous montrer, c'est pas pour les âmes sensibles. Donc Philémon, toi qui es un peu sensible, je t'oblige pas à rester. Philémon dit, tu me prends pour qui de toute façon, chaque fois tu nous montres des trucs, c'est des faux trucs, donc bah les coups je reste. Donc Philémon reste, et Eudes dit ok, eh bien c'est parti. Et donc il diffuse son film, et là, surprise, ses 3 amis lui disent, mais attends, qu'est-ce que tu nous montres là? Je vois 3 branches, 4... comment on appelle les arbres 4 sols pleureurs. Voilà, ils sont là, bah attends, je vois 4 sols pleureurs, franchement, une quinzaine de branchages. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais sa mère, à côté, assise entre Philémon et Philippe... Attends, ça a oublié les noms. Assise entre Philémon et Philippe, donc on a... Voilà, il faut vous replacer quand même... là, vous êtes, les auditeurs et auditrices, face à notre public. Voilà, vous êtes dos à l'écran, vous ne voyez pas ce qui s'y passe, d'accord? C'est là qu'on entretient le suspense. Vous êtes dos à l'écran, face à ces spectateurs, et vous voyez 3 hommes médiocres en train de ne rien comprendre à ce qui se passe et d'être complètement quad face à la vidéo. Voilà, ils sont nuls, ils regardent, ils se font chier. Et entre eux, 2 visages, donc celui de Philippe et celui de Philémon, une femme a un éclair de terreur qui lui traverse le visage, qui lui fend les joues. Elle se glace et elle lui dit, mais Eudes, qu'est-ce que tu as capturé? Et c'est la fin. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est génial. Où est-ce qu'on te retrouve, Kalindi, même si on te retrouve 10 fois plus que moi, mais... Alors en ce moment vous me retrouvez sur assez peu de canaux en réalité. Vous pouvez me trouver évidemment sur mademoiselle.com où je réponds au doux pseudo de Kalindi qui est donc mon vrai prénom. Arrêtez de me demander si c'est le nom d'une plante vénéneuse, c'est vraiment mon prénom, donc merci de le respecter, d'arrêter de m'appeler Kalinda, Kalinja, Kalinji, Kokinka, Kokindi. Et d'où sortent ces mots? Bah, vraiment de l'imagination de personnes assez âgées. Donc vous me retrouvez sur mademoiselle.com, vous me retrouvez aussi sur Instagram où je suis calromfel et c'est à peu près tout puisque je préfère ne pas vous orienter sur mon profil sur YouTube n'ayant eu que très peu de succès comme je vous le disais au début de cet épisode. Si vous écoutez, vous le savez. Voilà, mais je suis toujours ravie de répondre aux messages sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à lire mes articles, ils ne sont pas tous de qualité égale, je ne vais pas vous mentir. Je déteste, et je tiens à le préciser, je déteste la chronique de Bridgerton. Je déteste, donc ça ne sert à rien de venir m'insulter sur Instagram, car je déteste et mon choix, c'est mon droit. Donc arrêtez de venir me dire que je suis une merde, et achetez-vous un peu de goût, voilà. Et sinon, j'embrasse tout à chacun. Et j'adore parler dans un micro, donc tu me réinvites quand tu veux, Mélissa. Avec grand plaisir. En ce qui concerne le podcast, vous pouvez évidemment le retrouver là où vous êtes en train de l'écouter, probablement si vous êtes sur une application de podcast quelconque. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, ma chaîne YouTube étant Mélissa Brézé, tel mon nom et mon prénom, et Brézé s'écrivant B-R-A-I-Z-E-T. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram, dontapat_podcast, évidemment. Vous pouvez évidemment écouter sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles. Oui. Merci. Ça a vraiment mis 2 secondes à monter à mon cerveau. 5 étoiles. Je vais pas faire de contextualisation, mais c'est pas grave, c'est drôle. Merci d'avoir fait ça. Je vais relayer sur Instagram. Je suis trop touchée. C'est arrivé dans mon podcast. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, nuit, ce que vous êtes en train de faire, et je vous dis à la prochaine fois, et merci beaucoup Kalindi d'avoir été là. Mais je t'en prie. C'était super. Et à la prochaine.